Alors, nous allons reprendre nos travaux. Je souhaite la bienvenue au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et je vous demanderai de vous présenter par vos noms et de tout de suite commencer votre exposé. Vous avez 10 minutes avant qu'on procède aux échanges. Merci. Bonjour, je vais débuter. Chantal Lavoie, je suis préfète de la MRC de la Matapédia, mais aussi vice-présidente du collectif régional de développement. Donc, merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour, Elsa Lambert, agente de développement d'immigration au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Stéphanie-Jeanne Bouchard, je suis agente de développement volet immigration pour un centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup. Bonjour, je suis Isabelle Pinard, je suis conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Donc, d'entrée de jeu, c'est moi qui va débuter, là, peut-être juste pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que le collectif régional de développement. Donc, c'est un regroupement des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent qui ont décidé, dans le fond, de se donner une force de concertation et de faire de la planification régionale aussi. Bref, la mission du collectif, c'est de promouvoir et de soutenir le développement économique, social, culturel, environnemental dans tout le Bas-Saint-Laurent. Évidemment, l'immigration est un dossier régional qui est fort important et on s'assure aussi de soutenir les initiatives locales d'accueil et d'enracinement. On le fait d'une façon justement pour avoir une régionalisation un peu de toutes ces actions-là. Et on est soutenu financièrement par le PAC, là, justement. Le CRD coordonne les travaux de la table régionale de concertation en immigration qui regroupe les intervenants en immigration des 8 MRC et c'est principalement ces gens-là qui ont rédigé le mémoire qu'on vous présente aujourd'hui et on a ajouté aussi des représentants Cosmos qui est une organisation où les gens travaillent en intervention plus directe avec les jeunes ou les adolescents aussi. Évidemment, le Bas-Saint-Laurent, vous connaissez sûrement, c'est une vaste région, c'est grand avec une petite population. Et chez nous, l'immigration, c'est le gage d'un succès dans un contexte de concertation et de cohérence, mais beaucoup aussi en lien avec les réalités puis les enjeux qui sont propres à nos régions. Puis on le sait, les déplacements, entre autres, et l'accès aux services sont très différents de d'autres régions plus urbaines. Donc, notre mémoire, vous allez voir aujourd'hui, met l'accent sur ces particularités territoriales-là, le désir d'accueil et d'enracinement des personnes immigrantes dans nos communautés. Donc, pour faire la présentation vraiment du document, je vais laisser la parole à Mme Lambert pour qu'elle puisse justement vous présenter les constats, les recommandations. Et évidemment, dans le Bas-Saint-Laurent, nous sommes convaincus que nous pouvons tous ensemble bâtir une société inclusive, dynamique et prospère pour toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent. Et c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, Elsa, je te laisse la parole. Merci, Mme Lavoie. Bonjour, Madame la ministre, la présidente de la commission, les commissaires. Ça me fait plaisir de vous présenter les enjeux et recommandations de l'immigration en région. Je vais le faire avec aussi mes collègues Stéphanie-Jeanne et Isabelle Pénard aussi qui vont faire une partie de la présentation et répondre à vos questions. Donc, dans ce mémoire qu'on a déposé, en fait, on a développé notre argumentaire sur 2 orientations qui ont été identifiées là, dans le cahier de consultation de votre ministère, qui est la régionalisation de l'immigration et la coordination des services d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes, qui correspond aux points 9 et 10 des orientations du gouvernement. D'abord, la régionalisation de l'immigration. On veut juste rappeler que dans le dernier plan d'action en matière de régionalisation 2022-2023 du gouvernement, on s'est fixé 3 objectifs prioritaires qui étaient d'encourager les personnes immigrantes à s'établir en région dès l'étranger, d'améliorer l'attractivité des communautés régionales et d'améliorer les programmes et les services liés à la régionalisation. On veut juste spécifier que ces 3 objectifs-là sont essentiels à la régionalisation. On juge que c'est important de les maintenir. Cependant, on a d'autres éléments que nous jugeons aussi importants pour la régionalisation de l'immigration. D'abord, la migration, je sais qu'on va en entendre beaucoup parler, mais la migration temporaire joue un rôle de plus en plus important pour la dynamique régionale et nous croyons qu'elle devrait être considérée dans une stratégie de régionalisation. De plus en plus de candidats à l'immigration optent pour l'obtention d'un permis d'études ou d'un permis de travail en raison de la forte concurrence dans le cadre du programme régulier. Il s'agit également d'une migration primaire.
Généralement, il est plus facile d'intégrer et de retenir des individus déjà présents ici que de tenter de les inciter à quitter Montréal pour les régions. Cependant, la transition vers une sélection permanente s'avère souvent ardue en raison des permis fermés qui maintiennent les travailleurs isolés dans la précarité, avec des difficultés d'accès à la francisation, d'accès à des services d'accompagnement, d'accès à la santé, à la formation professionnelle et à la mobilité. Il y en a d'autres. Puis, on aimerait faciliter l'accès à ces personnes-là à la sélection permanente et aussi faciliter leurs conditions de travail qui sont souvent très, très difficiles. Ensuite, il est essentiel de prendre en compte la réunification familiale comme une dimension centrale dans une stratégie de régionalisation de l'immigration. Il ne s'agit pas seulement, de notre point de vue, des conjoints et des enfants, mais d'une perspective plus large de la famille, parce que la famille, c'est un tremplin, un soutien au quotidien devient un élément crucial à l'enracinement des personnes dans les régions. C'était le deuxième point. Troisièmement, évidemment, il faut continuer à renforcer les communautés en préparant les milieux, en poursuivant évidemment le financement du programme d'appui aux collectivités, mais il faut également renforcer l'écosystème régional en matière d'accueil et d'intégration, notamment dans le secteur de l'enfance et de la petite enfance, pour mieux accompagner les familles établies sur le territoire, mais également de renforcer le réseau communautaire, le réseau de la santé, le milieu économique, etc. On ne peut pas uniquement s'appuyer sur les agents en immigration pour assurer l'accompagnement et l'intégration des familles immigrantes. Il faut que l'ensemble de l'écosystème régional s'implique. L'Union des municipalités du Québec proposait ce matin d'impliquer les autres ministères, ce qui permettrait de renforcer les compétences et de fournir des ressources dans l'ensemble de la communauté. Nous souhaitons également souligner l'importance de mieux préparer les candidats à l'immigration en amont avant de s'établir dans la région en offrant de la formation pré-départ individualisée par les ressources locales pour bien préparer leur arrivée et établir des liens de confiance. Enfin, l'accès au logement est également un frein à la régionalisation. Nous l'avons vu cette année dans notre région, au Bas-Saint-Laurent. Beaucoup d'étudiants n'ont pas pu venir étudier dans l'une de nos institutions scolaires en raison du manque de logement. Deuxième orientation sur laquelle nous nous sommes penchés, c'est pour favoriser l'accueil, l'intégration des personnes immigrantes dans les régions. Il faut permettre une plus grande capacité d'action des services d'accueil et de soutien aux personnes immigrantes en considérant les particularités régionales, en considérant l'expertise régionale, en augmentant le financement du PACI tel qu'on l'avait espéré et aussi en facilitant les redditions de comptes. Je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie Jeanne pour développer l'argumentaire de ce côté-là. Merci. Bonjour à vous. C'est certain qu'avec 0,2 % d'immigration au Bas-Saint-Laurent, le ministère ne peut pas envisager la grandeur et le financement adéquat pour répondre à la demande et de voir concrètement ce que représente l'immigration pour le Bas-Saint-Laurent. Par une expérience terrain de plus de 10 ans, je vais vous parler un peu des services spécifiquement pour la région de Rivière-du-Loup dans laquelle je suis. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 450 personnes, dont 240 nouveaux arrivants qui ont été rencontrés par 2 ressources et demie de notre service. Et là, je ne parle que des clients admissibles. Je ne vous parle pas des visiteurs, des demandeurs d'asile, des questionnements d'employeurs, des réunions de concertation, du soutien aux établissements et aux organismes. De ces 450 personnes uniques, la grande majorité ont demandé plusieurs rencontres. Dans les écoles actuellement, avec qui l'on tente de travailler en étroite collaboration, à cette rentrée 2023, ce sont 255 élèves du primaire et du secondaire, ce qui représente 6 % des élèves de la commission scolaire à Rivière-du-Loup spécifiquement, dont 68 sont allophones et dont les langues maternelles sont l'arabe, l'espagnol, le tagalog, le créole, etc. Et cela sans avoir accès à des classes d'accueil ou des formations particulières pour les professionnels qui sont liés à ces nouvelles arrivées. Et sans avoir de modalités claires quant à l'accueil pour ces enfants, pour ces familles issues de l'immigration. Bien sûr, ça s'affine doucement, mais les ressources sont cruellement lacunaires. Les visions sont peu affirmées et les gens, malheureusement, pas assez formés. Cela sans compter aussi les étudiants des centres de formation professionnelle et des cégeps qui représentent plus de 200 étudiants internationaux pour la seule région de Rivière-du-Loup.
Ça fait maintenant 10 ans que je travaille à ce poste d'agent de développement en immigration. Ce sont des milliers de vies croisées et on me fait signe d'arrêter. Il vous reste 20 secondes. Parfait. Je vais vous parler des postes au niveau du service de l'immigration. On est confronté actuellement à des enjeux de santé mentale, de vulnérabilité sociale, financière, de statut précaire, de précarité exacerbée, des situations plus lourdes, plus complexes, des incompréhensions culturelles. Ouais. Désolée, c'est terminé. Alors, merci pour la présentation. Je vais céder la parole à Madame la ministre pour 14 minutes, 7 secondes pour les échanges. D'accord, merci Madame la Présidente. Alors, merci à vous toutes pour ce mémoire, pour cette présentation, pour prendre part à cet exercice. C'est vraiment très apprécié. Comme vous savez, pour notre gouvernement, la régionalisation de l'immigration, c'est vraiment une priorité. C'est une de mes 3 priorités et on veut s'assurer de cheminer, d'avancer dans cet objectif de régionalisation. Et vous savez qu'on partait de loin parce que sous le gouvernement antérieur, libéral, l'ensemble des bureaux régionaux du ministère de l'Immigration avaient été fermés. Alors, dans un premier temps, on s'est assuré d'ouvrir à nouveau l'ensemble de ces bureaux régionaux et même de consolider encore davantage le déploiement de nos équipes à l'échelle du territoire du Québec. Et on a fait de même à l'international parce que, encore là, les équipes, la presque totalité des équipes avaient été éliminées par le gouvernement libéral. Donc, on s'est assuré de remettre en place ces équipes pour faire en sorte de bien accompagner l'ensemble des intervenants qui œuvrent dans le domaine de l'immigration. Alors, sur ce plan-là, j'aimerais vous entendre sur l'impact que ça a pu générer pour vous. Et j'entendais que Mme Bouchard, vous étiez là depuis 10 ans, donc j'imagine que vous avez vu une évolution. Donc, qu'est-ce que ça a généré pour vous, l'ouverture de ces bureaux en termes de régionalisation de l'immigration? Dans quelle mesure est-ce que ces entités vous soutiennent? Et quand vous parlez d'avoir un continuum d'activités, dans quelle mesure est-ce que nos équipes à l'international peuvent vous aider pour faire connaître les opportunités qui s'offrent dans le Bas-Saint-Laurent pour l'immigration primaire, idéalement. Vous y avez fait référence, donc j'aimerais vous entendre sur ces différentes dimensions. Elsa, je te laisse commencer. Ah! Oui, il y a comme plusieurs questions, là. Bien, premièrement, les directions régionales, c'est un excellent service de proximité. C'est une chose qu'il fallait faire. C'est certain. Et aussi, on a de très bons liens avec les directions régionales. On a des très bons liens avec les conseillers en immigration. Mais il y a peut-être un manque de levier pour les directions régionales. Ils n'ont pas de pouvoir d'action réel quand on installe des programmes où ce qui peuvent être totalement en concertation avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on aimerait. C'est peut-être une plus grande liberté d'action pour les directions régionales, plus de levier au niveau régional. Sinon, sur évidemment, on en a parlé ensemble, puis je pense que je vais vous laisser la parole, les filles aussi, c'est que, évidemment, si on a plus de ressources à l'étranger, à l'international, ben ça serait le fun de trouver des moyens où ce que les régions puissent être présentes pour parler des réalités régionales et des conditions qu'on a à offrir aux personnes, aux candidats à l'immigration. Mais je ne sais pas si Stéphanie Jeanne ou Isabelle veulent faire du pouce un peu là-dessus. Oui, si je peux me permettre. Donc, effectivement, les mesures d'attractivité sont plus difficiles pour nous d'être visibles, de s'afficher comme région pour des candidats qui pourraient être intéressés à venir à l'extérieur de la région de Montréal. Pour faire aussi du pouce sur les directions régionales, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'au sein des expertises qu'on avait déjà localement auprès des employeurs, des entrepreneurs, entre autres, c'est que malheureusement, oui, on a augmenté le soutien en leur offrant, par exemple, des conseillers en immigration, des conseillers pour les aider au recrutement, du moins les orienter, mais ça a créé une confusion aussi parce qu'on avait déjà des liens avec ces employés. On vient de perdre, madame. On vient de perdre le son. On ne vous entend pas.
Est-ce que les autres, on continue à vous entendre? Est-ce que vous pourriez vérifier votre micro? Bonjour. Oui. Oui. Alors, vous, on vous entend. Est-ce que vous pouvez reprendre, madame, pour voir si le son est revenu pour vous? Oui, est-ce que le son est revenu? Oui, c'est bien. Merci. Donc, je ne sais pas où ça a coupé, mais ce que je disais, c'est qu'avec l'arrivée des conseillers en immigration, ça a créé une certaine confusion chez la part de nos entrepreneurs et employeurs qui ne savaient plus nécessairement vers qui se tourner. On avait déjà souvent dans nos milieux locaux des liens déjà bien établis avec les employeurs et on a perdu un peu là, la ligne un peu là, avec eux pour savoir justement quels étaient leurs projets et on est souvent maintenant confronté à des situations où on apprend en cours de processus qu'il y a un candidat ou une candidate qui arrive et ils arrivent dans les jours sous peu, alors que malheureusement, auparavant, on était peut-être davantage au courant d'avance là, et on était en mesure de mieux travailler à préparer aussi les équipes de travail avant l'arrivée des employeurs et préparer les milieux à ce que les nouvelles arrivées se passent bien pour tout le monde. Merci. J'aimerais passer la parole à ma collègue Valérie Schmalz, adjointe gouvernementale. Merci. 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 Bonjour, mesdames. J'ai l'impression de reconnaître quelques-unes d'entre vous lors de la tournée cet hiver avec la ministre. Bon, vous dites oui, alors c'est ça, je ne me suis pas trompée. Alors, j'aimerais revenir à la page 9 de votre mémoire où vous recommandez de maintenir et adapter les seuils de regroupement familial pour un meilleur enracinement des personnes en région. Est-ce que c'est possible d'élaborer un petit peu sur ce point? Puis, selon vous, est-ce que nous devrions traiter prioritairement justement les dossiers de regroupement familial de demandeurs dans les régions? En fait, je vais répondre à la question. Et d'ailleurs, j'écoutais l'Institut de la statistique du Québec ce matin qui a aussi également mentionné, a fait des mises en garde là, par rapport à ça aussi, parce qu'on a une immigration économique qui augmente. Puis on remarque dans les statistiques comme un vide, un décalage, en fait, comme plus important que les années antérieures entre l'immigration économique qu'on veut faire venir et le regroupement familial. Et si on augmente l'immigration économique, il faut aussi être cohérent avec la réunification familiale parce que ça va de soi, c'est important. Fait que ce vide-là, il est là et on craint qu'il y ait un grand décalage entre ça et que les personnes qui migrent ici aient de la difficulté à faire venir leur famille. Et c'est important pour la régionalisation de l'immigration. Nous, on y croit, là. Absolument. Ouais. Allez-y, Madame Boschman. Parfait, j'attendais le micro. Député d'Iberville, désolée. Il reste 6 minutes 45 à votre formation politique. Parfait, merci. Tout à l'heure, vous parliez de régionalisation et d'intégration. Vous voulez de la régionalisation primaire dans vos régions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle serait votre idée, comment ça se déploierait? Déjà, peut-être, je vais prendre la parole pour dire que moi, avec cette expérience-là de 10 ans, voire 11 ans, parce qu'en 2009-10, j'avais aussi fait une année. Et en 2009, j'ai accueilli une agronome du Maroc. Puis à ce jour, c'est 14 personnes de sa famille qui sont maintenant dans la région. Qu'au fil des années, on a aidé à accueillir et qu'au fil des années, les services de proximité ont fait en sorte qu'on a pu accueillir non seulement des gens qui travaillent dans plusieurs sphères, mais qui ont aussi plusieurs enfants qui vont dans nos écoles et tout ça. Le service, vraiment, qu'on est en mesure d'aller toucher les gens à l'étranger, de les préparer d'emblée à venir directement dans la région, je pense que c'est gage de succès au niveau de la régionalisation. Il ne faudrait pas occulter le fait que les gens dans une migration primaire pourraient envisager le Québec dans sa totalité. Souvent, on parle de l'immigration à l'étranger comme Montréal et les régions et le reste du Québec, et on ne parle pas d'un Québec plein entier avec diverses possibilités selon les envies de chacun, les désirs de chacun, les motivations de chacun.
La migration première, nécessairement et systématiquement, se fait souvent vers Montréal et dans un deuxième temps, les gens peuvent envisager la vie en région. Alors moi, je pense que de présenter un Québec fort et fier de tous ces territoires, ça pourrait être d'emblée gagnant pour une régionalisation à la base. Parfait, merci. Oui, député de Vimont. Vimont, oui. Vous parlez d'indice de vitalité économique qui n'est pas suffisamment pris en compte. J'aimerais vous entendre là-dessus, puis aussi d'essayer de comprendre de quelle façon cet outil pourrait être utilisé par le MIFI ou d'autres acteurs aussi. Alors, j'aimerais connaître... Ouais, je peux dire un petit mot là-dessus, mais en même temps, une région comme le Bas-Saint-Laurent, le Québec est diversifié, mais même une région comme le Bas-Saint-Laurent est très diversifiée. Il faut comprendre que l'indice de vitalité économique fonctionne pour des petites MRC comme, par exemple, la Matanie, la Matapédia, mais que Rivière-du-Loup, c'est différent. On pourrait, dans les subventions du MAMACH, par exemple, ils vont prendre l'indice de vitalité, des fois pour répartir certaines données financières, parce que l'indice de vitalité, ils vont considérer la grandeur du territoire. Puis nous, on a un problème dans le transport. On n'est pas capable de sortir, par exemple, des travailleurs temporaires des fermes agricoles pour les amener vers des activités. Ça prend du transport. Peut-être que, Isabelle, je ne sais pas, tu peux peut-être faire du pouce là-dessus parce que vous avez des beaux projets, mais tu sais, comment c'est difficile à financer? C'est effectivement plus difficile lorsqu'on a un grand territoire. Ce n'est pas pris en compte. Souvent, les dépenses qui sont à assumer, on peut dire oui, mettez en place des activités de sensibilisation, mais on sous-estime souvent justement que lorsqu'il faut organiser une activité, il faut prévoir des autobus maintenant, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 6 ans, par exemple, lorsqu'on a débuté nos ententes. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement obligatoire qu'à chaque fois que j'organise une activité, je dois prévoir un transport adapté pour aller chercher, m'assurer de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, c'est un type d'exemple de dépenses qu'on doit faire maintenant pour s'assurer de la participation pleine et entière de tous nos nouveaux arrivants sur le territoire. Merci. Alors, la députée de La Violette Saint-Maurice. Que ma collègue n'est pas terminée. Je vais laisser la députée d'Iberville, vous n'avez pas terminé, alors allez-y, il reste 2 minutes 26. Parfait. On parlait d'apprentissage du français en milieu de travail tout à l'heure. Surtout pour les municipalités les plus éloignées, selon vous, ce serait quoi les meilleurs outils à mettre en place pour faciliter ça, puis que ce soit commode et pour la personne immigrante et pour l'employeur? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Comme personne se lance, m'entendez-vous? Oui. OK. Je pense que par rapport à votre question, moi, ce que je dirais, c'est que c'est important de continuer de soutenir nos milieux puis de justement préparer nos milieux parce que nos entreprises, ils ne sont pas toutes ouvertes à donner des cours de français pendant. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore la philosophie, puis là, on parle de petites et moyennes entreprises. Dans la Matapédia, là, des grosses entreprises, il n'y en a pas tellement. Fait que quand on travaille avec ces gens-là, c'est de la plus petite entreprise souvent et les entreprises ne sont pas ouvertes encore suffisamment. Fait que les cours, il faut qu'ils soient donnés le soir. Fait que ces personnes-là travaillent toute la journée, doivent travailler le soir, doivent aller à l'école le soir, apprendre le français, quand ils ne doivent pas tout simplement quitter la Matapédia pour aller dans notre centre de service scolaire est beaucoup plus grand. Fait que les cours ne se donnent pas nécessairement dans la Matapédia parce que la Matanie, il y a plus de personnes immigrantes, entre autres. Fait qu'il y a vraiment le besoin, je pense que dans votre question, ce que je retiens, c'est qu'il faut continuer de soutenir de façon importante le milieu dont les entreprises font partie, là. Parfait. Donc, les outils technologiques seraient une bonne façon de déployer la francisation en entreprise, en région. Laissez plus mes collègues répondre, mais moi, je vous dis, en tout cas, les outils technologiques, c'est un autre élément il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas tous accès à ça non plus, là, je vous dirais. Là, ça dépend de quel statut on parle aussi. Fait que je vais laisser mes collègues... En conclusion, 20 secondes en conclusion.
La littératie numérique n'est pas acquise de tous les gens qui arrivent ici sur le territoire, ça c'est sûr. D'avoir des portails où s'inscrire, où c'est déjà complexe pour quelqu'un qui parle français, peut devenir assez rébarbatif, assurément, pour des gens qui n'ont pas accès à des ordinateurs. Parfois, on peut accéder à la littératie numérique aussi. Merci, c'est terminé. Alors, merci pour cette partie d'échange. Maintenant, je vais céder la parole au porte-parole de l'opposition officielle pour les échanges 8 minutes 28. Alors, Madame la députée de Chaumédé. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour votre mémoire et votre présence. C'était très intéressant à le lire et je trouvais que d'une région à l'autre, c'est différent, mais un peu pareil, que ce soit le côté humain, la réunification familiale. Mais dans votre cas, vous dites que vous avez 1000 étudiants internationaux et plus de 900 travailleurs étrangers. Mis à part ça, vous devriez avoir d'autres immigrants, comme des immigrants qui viennent directement pour vivre là. Ils demandent à être immigrants chez vous au lieu d'aller à Montréal, par exemple. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les autres situations d'immigration? Un de vous quatre, je ne sais pas. Les chiffres sont vraiment difficiles à avoir, en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de travail qui se fait avec des gens qui sont à l'étranger, qui ont connu Rivière-du-Loup, le Bas-Saint-Laurent, Rimouski et compagnie, par des établissements scolaires, mais le bouche-à-oreille aussi. Donc, je pense que quand on est en mesure de parler avec des gens qui sont à l'étranger, puis chaque jour, on reçoit des demandes, nous. Si on donne un petit plus au niveau du service, de l'information et tout ça, ces gens-là sont prêts à venir directement au Bas-Saint-Laurent sans nécessairement passer assurément par les grands centres. Donc, vous n'avez pas de chiffres exacts là-dessus. Malheureusement. Vous dites que vous avez besoin des immigrants, il faut faciliter et tout. Quel seuil est bon, vu la demande que vous avez dans la région? Donc, justement, on a beaucoup de difficultés à avoir un portrait réel de l'immigration au Bas-Saint-Laurent. Bon, on peut avoir quelques statistiques de Statistique Canada, on a des chiffres, mais c'est pas réel parce qu'on manque beaucoup de données. Juste pour les... Tu sais, on a des travailleurs temporaires qui sont ici depuis 10 ans. On ne sait pas où ils sont, tu sais, on n'est pas capable d'avoir... On n'est pas capable d'avoir de chiffres réels de l'immigration au Bas-Saint-Laurent avec l'immigration temporaire, avec l'immigration permanente. Et donc, à partir de ça, on n'arrive pas à faire un portrait sur qui est là, qui vit à nos côtés, qui sont là, tu sais, puis comment ils vivent. Tu sais, si on pouvait avoir un portrait réel, on serait capable de voir notre capacité. Regardez, on a réussi quand même à accueillir tout ça, puis à loger tout ce monde-là, mais on n'est pas capable de le dire. C'est que ce n'est que des estimés et assez flous, merci. Puis juste pour l'immigration temporaire, on arrive, mais tu sais, je veux dire, c'est un véritable casse-tête d'avoir des chiffres, là. Je veux dire, on arrive par les EIMT d'aller chercher entre tel mois et tel mois les entreprises qui ont fait qui ont demandé des permis de travail, mais on ne sait même pas s'ils sont arrivés sur le territoire. Il y a des postes comme soudeur, par exemple, où on en a beaucoup sur le territoire, qui n'a pas besoin d'EIMT. On n'est pas capable. C'est un vrai... c'est cacophonique. Mais tu sais... Je lis entre les lignes que c'est une vraie inquiétude que vous êtes en train de nous exprimer en commission par rapport au travail. Une vraie inquiétude que vous êtes en train d'exprimer en commission parlementaire. Parce que vous savez que sur la table, on vous a invité pour choisir un des deux scénarios. Statu quo 50 000 ou à 60 000. Mais votre besoin dans votre grande région, que j'aime beaucoup, il y a aussi les travailleurs temporaires étrangers. Mais vous-même, vous êtes sur le territoire, vous êtes en train de nous dire, vous n'avez aucune idée, c'est juste des estimés. Donc, si demain on dit qu'on veut accueillir 1000, on a une entreprise importante qui vient dans la région, ben les services doivent suivre, notamment pour le logement. Donc, pensez-vous qu'on passe à côté de quelque chose au niveau de cette consultation? Bien, dans les orientations du gouvernement, il est clairement mentionné qu'ils veulent documenter les capacités d'accueil. Alors, nous,
notre lecture derrière ça, c'est d'être capable de nous donner les chiffres pour qu'on puisse faire des portraits de notre immigration, un réel portrait de notre immigration au Bas-Saint-Laurent avant d'identifier des cibles. Puis donc vous êtes un acteur sur le terrain aujourd'hui, vous êtes en commission parlementaire et vous dites que vous n'avez pas le portrait de l'immigration dans votre région. Vous ne savez même pas s'il y a des gens logés quelque part, s'il y a des travailleurs étrangers. La seule chose, c'est ceux et celles qui viennent taper votre porte pour demander des services. C'est quand même inquiétant, non? Pour un organisme qui travaille en immigration, qui ne sait pas le portrait de la région. Mais comment pallier à ça? Comment on peut vous aider? À part demander les sous, ça, on va le faire au gouvernement. On va faire le suivi. Vous allez avoir l'argent nécessaire. Le gouvernement est très généreux au niveau de la régionalisation. Ils vont réouvrir des bureaux. Donc, on peut faire le suivi par rapport à ça. Mais concrètement, ça prend plus que des sous. Concrètement, le gouvernement fédéral, il faudrait qu'il nous donne on n'est pas à Ottawa. On n'est pas à Ottawa, on est à Québec. Qu'est-ce qu'on peut demander au gouvernement du Québec? Vous aussi. Les filles, là, je voulais... Ben moi qui travaille depuis 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, si je pouvais travailler 24 heures sur 24, mon cher monsieur, j'aurais des rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est 2 personnes et demie. J'ai les agendas surchargés. Vous roulez mon agenda dans les 10 dernières années. Jamais de temps de libre. Je prends 2 semaines de vacances. J'ai 400 courriels. Hier j'ai eu 18 demandes de rendez-vous. On est 2,5 pour servir cette population-là, puis on fait des petits miracles au quotidien. Ouais. Alors, quand vous parlez de capacité d'accueil, je dirais juste aussi comment on définit cet accueil-là, puis qu'est-ce qu'on veut en faire. D'avoir un discours purement économique, je pense qu'on passe à côté de la chose premièrement, parce que le discours économique fait en sorte qu'un employeur m'interpelle, il me dit, ça a bien été avec mes 5 Philippins, Marocains ou peu importe, j'en ai commandé 30 autres. Moi, recevoir ce commentaire-là d'un employeur en 2023, je ne l'accepte pas. Donc, le discours économique de dire capacité d'accueil, on fait venir des travailleurs, on fait venir des humains qui ont des familles, qui, oui, viennent travailler pour nous, mais à quand le discours de rayonnement de la diversité au-delà du discours de l'immigration? Puis à quand le travail non en silo du ministère de l'Immigration, mais travaillons en collaboration avec le ministère de la Culture, du Travail, de l'Immigration et qu'on fasse rayonner ensemble une diversité. Donc, la capacité d'accueil, elle inclut tout ça, puis elle inclut ces humains-là qui choisissent nos territoires, puis que l'on veut accompagner pour les aider à s'enraciner. Mesdames, c'est tout à votre honneur. J'adore ce que j'entends. C'est un très beau discours. Et vous savez, si j'ai à choisir votre région ou à la référer à quelqu'un, je vais être très honoré de le faire parce que c'est exactement ce qu'on veut. Des messages de stigmatisation, des mots forts que nous avons tous vécus lors de la dernière campagne électorale, parfois même de la bouche d'un ancien ministre de l'Immigration. Ça n'aide pas à l'intégration, ça n'aide pas à la régionalisation. Mais je suis très rassuré de voir que votre discours et le discours de 2023, je dirais même avant-gardiste, probablement même un discours du futur qu'on doit tous adopter. Je reviens à la question de la consultation. Si je vous pose la question aujourd'hui, scénario 50 000 ou 60 000, vous allez me dire quel scénario vous préférez et pourquoi? 10 secondes. Honnêtement, on ne s'est pas posé cette question-là parce que nous, que ce soit 50 ou 60, notre but à nous, c'est pas le chiffre qui est important pour nous, c'est comment on va le faire, puis pour qui on le fait. Dans le fond, honnêtement, on s'est pas posé cette question-là. Je suis très honnête avec vous. Puis nous, c'est des gens, c'est pas des chiffres. Merci. Merci. Alors, je vais céder la parole au deuxième groupe d'opposition pour 2 minutes 50. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour votre travail. C'était fascinant à vous lire et à vous entendre. Et merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour ces gens-là que vous accueillez. Là. On ne le dit pas assez souvent. Merci. Alors, je vous envoie mes remerciements. Je vous ai lu avec attention. Ce que je constate, c'est que chez vous, il y a 2 catégories de travailleurs, si je peux me permettre. Là. Ceux qui auront accès à la résidence et les moins qualifiés. Qui n'auront que très peu, voire pas, là, ou difficilement accès à la résidence. Et vous parlez de 80 % des travailleurs chez vous dans votre document. Vous
parlez d'un parcours du combattant, vous parlez du fait qu'il est bien qu'il revienne chez vous travailler souvent année après année. Et en réponse à mon collègue, vous avez parlé des fois de 10 ans de travail temporaire sans jamais être capable d'accéder à la résidence permanente. Ça me préoccupe d'entendre ça, sincèrement. Je vous pose la question, est-ce que vous jugez que c'est normal en 2023 d'avoir 2 classes de travailleurs, là, ceux qui auront accès à la résidence et ceux qui n'auront pas accès? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il n'est pas le temps d'avoir une voie rapide, régionale, qui répond à vos besoins sur le terrain, qui répond à vos travailleurs sur le terrain pour qu'ils puissent rester avec vous, ce que moi j'appelle un PEC région? Est-ce qu'on ne serait pas le temps d'aller là? Ça pourrait être envisagé, assurément. C'est sûr que la refonte du PEC dans la nouvelle mouture qui a enlevé la possibilité à des travailleurs de catégorie que l'on appelait C et D dans des emplois peu qualifiés, fait en sorte que pour plusieurs d'entre eux, l'accessibilité à la résidence, à la sélection du Québec ne sera pas possible. Puis d'autre part, quand la sélection est possible, moi je connais des gens, on s'inscrit sur Arima, on est invité dans le programme Travailleurs réguliers, on est invité par le Québec, on dédouble sur une autre plateforme, on fait son profil, puis à la fin, en ayant soumis de nouveau le profil et payé les frais, on nous refuse parce qu'à la base, on n'a pas de DES équivalent dans son pays d'origine. Et on a fait faire toute cette démarche-là à la base en étant invité par le Québec. Mais à la base, on savait que ces gens-là seraient refusés. Fait que d'une part, ça, c'est très crève-cœur pour plusieurs. La méconnaissance des gens qui arrivent ici, qui pensent que dans 2-3 mois, leur famille va être ici, qui déchantent cruellement. Moi, quand je les rencontre devant moi, quand j'avais un PEC au moins qui me permettait de dire fais tes 12 mois, voire maintenant 24 mois, puis il y a au moins une option. Là, je ne suis plus capable de dire ça à personne. Il y a au moins une option. Ça se peut que vous soyez sélectionné. Ça se peut que... En conclusion, s'il vous plaît. J'ai des dizaines de travailleurs qui sont complètement désillusionnés de par ces systèmes-là. Merci. Qui ne sont pas adéquats pour eux. Merci. C'est terminé. Alors, merci au député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Maintenant, député de Matane-Matapédia pour 2 minutes 50. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, c'est un plaisir, dans bien des cas, de vous retrouver. Je reconnais la préfète de la Matapédia. Je reconnais, permet quelques familiarités. Isabelle, Elsa, tout le monde. On parle du Bas-Saint-Laurent, donc trêve de parler de tous les avantages de notre région. On va aller sur l'essentiel. Dans votre document, faites un commentaire qui m'a accroché beaucoup. À la page 7 de votre mémoire, vous dites qu'un permis de travail fermé maintient les gens dans la précarité et la dépendance auprès de l'employeur unique. Ma question, croyez-vous que ce type de permis de travail fermé rattaché à un employeur unique devrait être remplacé par un permis de travail lié à une région ou à un domaine d'emploi? Est-ce que ça serait mieux? C'est une belle alternative et je pense qu'il faut y penser, il faut voir. Mais en fait, nous, c'est sûr que les permis tels qu'ils sont, ils sont offerts par le gouvernement. C'est le gouvernement canadien qui fait les permis fermés. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas continuer avec ce type de permis-là aussi qui crée un décalage entre les travailleurs d'ici et les travailleurs étrangers. Donc, c'est pour ça qu'on demande même dans le mémoire que le gouvernement du Québec continue à faire des pressions, puisse faire des pressions auprès du gouvernement fédéral afin d'abolir ce type de permis-là et de réfléchir à d'autres alternatives. Bien, c'est une autre démonstration de ce que le premier ministre nous a dit. On doit contrôler davantage notre immigration pour plein de bonnes raisons, notamment des choses qui peuvent apparaître aussi simples que ça. Le fait que les travailleurs se trouvent un peu emprisonnés dans une situation, puis on pourrait leur ouvrir des horizons, ce qui, je pense, serait intéressant. Ça se peut que ça n'aille pas bien dans un endroit, mais ça pourrait aller mieux à l'autre endroit, dans la même région. Puis on a des défis importants. Je pense à la Matapédia, qui est la MRC qui, malheureusement, pour l'instant, ça peut changer, reçoit le moins de citoyens issus de l'immigration. On a un travail à faire, évidemment. Quant à la régionalisation de l'immigration, êtes-vous capable de m'identifier dans vos différents secteurs? Elsa, vous êtes à Rimouski, Isabelle et Chantal, vous êtes dans la Matapédia. J'oublie votre prénom, vous êtes à Rivière-du-Loup, je pense. Est-ce qu'on a les chiffres du nombre d'immigrants par région? Ça peut représenter quel pourcentage? Moi, je n'ai pas ça, mais j'aimerais l'avoir. On n'a pas ça?
On n'a On pas a ça des officiellement. estimés d'après Exact. le travail qu'on fait sur le terrain. On peut estimer à peu Mais c'est près. anecdotique, Mais les là. chiffres concrets, on n'a pas... C'est anecdotique, on connaît un tel qui travaille à telle En place, puis on conclusion, le s'il vous compte. plaît. Ça manque de données probantes. Peut-être demander à l'Institut du ministre de l'Éducation de nous rajouter ça pour être capable de voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre région. Merci. Merci, M. le C'est une député. suggestion. Merci. Alors, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir participé à nos travaux, d'avoir préparé un mémoire. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je suspends les travaux avant de rencontrer notre prochain groupe. Merci.